Bienvenue pour cette nouvelle série de vidéos, cette fois sur le thème de l'automatisme avec une partie opérative inédite. À savoir un flipper, aussi appelé pinball, c'était très à la mode au siècle dernier. Comme par exemple avec le célèbre Wizard du fabricant Bally. Ou encore le Adams Family de 1992, vendu à plus de 21 000 exemplaires. Le record de vente de tous les temps, juste devant le 8 Ball de 1977 avec 20 000 unités produites. Plateau de jeu très simple mais très agréable à jouer. Citons encore le Playboy de 78 avec ses 18 000 exemplaires vendus et avec des illustrations où se cachent des détails non sans humour. Alors, de façon générale, un flipper c'est constitué d'un caisson en bois qui va supporter le plateau de jeu et au-dessus le fronton qui affiche les scores et toutes les informations utiles pour le joueur. Bon, alors pour nous, l'objectif de faire une partie, c'est secondaire. L'idée principale, c'est de construire notre propre flipper. Allez, je commence avec la structure. Une forme très basique avec une, 2, 3, 4 planches plus une cinquième au-dessus. Épaisseur des planches, ben, j'ai pris du 16 mm, il faut que ce soit costaud là, 16 mm d'épaisseur pour chaque planche. Au niveau des côtes, alors je me mets sur le côté. On voit tout d'abord une inclinaison du plan de jeu, c'est essentiel, l'inclinaison. J'ai mis simplement 4 degrés, c'est gentil, c'est pas mal, bon, c'est bien pour jouer. Après, si on veut quelque chose de plus nerveux et agressif, on peut aller à 6, 7 degrés. Bon, là, sinon, c'est bien, c'est agréable. Les dimensions 110 cm sur le plateau de jeu. Voilà. Au niveau de la largeur, on est sur à peu près 60 centimètres, voilà, et sur le devant, on a les différents trous pour le monnayeur, les boutons, etc. Ensuite, ben, des tasseaux qui sont placés de part et d'autre pour supporter le plateau de jeu. Voilà, avec les perçages sur le côté pour la fixation, perçage, perçage. Voilà, allez, on va découper tout ça. Et une fois les planches assemblées, voici le résultat. On remarquera sur le fronton un compteur à rouleau à l'ancienne. J'ai utilisé un vieux modèle, le type Decagon de Gottlieb. Un système breveté dans les années 60 où on voit chaque rouleau commandé séparément avec une roue à cliquer, un roue sur laquelle est monté un pignon mis en mouvement par une crémaillère. Et la translation provient d'un électroaimant. On voit bien ici la bobine sur le côté avec le noyau plongeur, noyau que l'on peut manœuvrer à la main si on veut tester que la mécanique est bien huilée, mais sinon, en fonctionnement normal, on alimente la bobine avec des impulsions de 24 volts. Et à chaque impulsion, le rouleau se décale d'un chiffre. Alors attention, c'est bien beau de faire plus 1 à chaque fois, mais si l'on ne sait pas d'où on est parti, on ne sait pas non plus où on en est à un instant donné. C'est le même problème que pour un codeur incrémental. Et c'est donc pour résoudre ce problème que le compteur dispose de bornes de sortie avec des numéros. Si on regarde la figure détaillée dans le brevet d'origine, on voit un dispositif de contact qui frotte sur les pistes d'un circuit imprimé. Si on ouvre le boîtier, on voit à l'intérieur les pistes en cuivre à nettoyer pour enlever l'oxydation et les risques de mauvais contacts. Et au final, on a un dispositif qui nous permet de savoir sur quelle position on se trouve, comme avec un codeur absolu. Ici, il s'agit de contacts normalement ouverts, un pour chaque chiffre qui est affiché. Tous les contacts sont reliés à la borne C, le point commun. Et au final, on peut assembler les rouleaux et faire des afficheurs à plusieurs digits, comme par exemple avec le pyramide de Gottlieb en 78.
Mais la technologie a vite évolué et quelques années plus tard, c'est l'apparition des afficheurs à cristaux liquides, comme avec l'incontournable Amazon Hunt de 83. Allez, on passe maintenant au plateau de jeu. Et tout d'abord, la matière à utiliser. Chez les puristes, aucune discussion, il faut du contreplaqué. Et ensuite, pour l'essence de bois, on va trouver différentes possibilités. Mais les spécialistes du flipper vont principalement utiliser du bouleau car c'est très rigide. Pour ce qui est de l'okoumé, c'est un très bon produit et c'est aussi une des richesses du Gabon. On le voit même sur les armoiries du pays. Pour le bilan carbone et pour éviter de piller des richesses, je propose de s'abstenir sur ce coup-là. Autre chose à signaler, c'est le nombre de plis du contreplaqué. Plus il y en a, mieux c'est. Les pros du flipper préconisent 7 ou éventuellement 9 plis. Ça donne plus de stabilité. Mais attention, au-delà du nombre de plis, c'est surtout sur l'épaisseur qu'il ne faut pas se tromper. Car tous les éléments que l'on va monter sur le plateau sont calibrés pour une épaisseur de 13 mm. Le moindre petit millimètre d'écart et c'est le drame. Autre solution pour le bois du plateau, on peut utiliser du médium. Ce n'est pas idéal pour une utilisation à long terme, mais pour faire un prototype, pourquoi pas. D'autant qu'avec une découpe laser, le médium, ça rend nickel. Attention, bien sûr, aux vapeurs, prendre du MDF spécial pour le laser et surtout pas du coloré. Tenez, regardez. Alors, pourquoi de la découpe laser? Bah, disons que ça va nous permettre de réaliser un plateau avec plein de petits détails, avec un maximum de précision. Allez, je commence avec le montage des indispensables batteurs. Attention, lors de l'achat, bien préciser si l'on veut gauche ou droite, parce que le mécanisme est différent. Regardons en détail. Le batteur ici en bleu, c'est la partie qui frappe la bille. Ce batteur tourne sur son axe. Il est entraîné par une petite bielle reliée au noyau plongeur d'une bobine, ce qui forme un électroaimant. Quand la bobine est alimentée, le noyau se retrouve attiré à l'intérieur de cette bobine. La force est proportionnelle au carré du courant, avec un coefficient K qui dépend du nombre de spires, de la géométrie de la bobine, de la perméabilité du noyau, ainsi que d'autres constantes. À la coupure de l'alimentation, l'électroaimant n'exerce plus de force, c'est un ressort qui développe la force de rappel pour ramener le batteur en bas. Alors, dans la vraie vie, vu de dessous du plateau, on voit l'axe du batteur qui peut tourner sur lui-même. On voit le noyau plongeur qui va se translater, on le voit au-dessus ici. Et on voit également le ressort qui va se compresser ou se dilater. Une fois le noyau monté, on voit le mouvement de translation qui se transforme en rotation grâce à la bielle. Allez, je reviens à la force d'attraction et surtout comment faire pour que le batteur fournisse le maximum de puissance. Réponse simple, il faut le plus de courant possible. Et je rappelle qu'une bobine, c'est une inductance dont la valeur dépend du nombre de spires au carré. Et on n'oublie pas la résistance du fil, on va voir que ce terme est loin d'être négligeable. Pour comprendre ce qui va se passer à la mise sous tension de la bobine, regardons le schéma. Avant d'alimenter la bobine, le contact est ouvert, elle ne reçoit donc aucun courant ni aucune tension. I et V sont à zéro. Une fois le contact fermé, la bobine est alimentée en continu, le courant s'établit selon une loi exponentielle. Revoir des cours sur les circuits RL si besoin. Dans notre cas, la constante de temps tau est de l'ordre de quelques millisecondes. Et c'est au bout d'un temps égal à 3 taux que l'on considère que le régime transitoire est terminé.
Une fois le courant établi, il est constant, donc le terme lié à l'inductance LDI sur dt est nul. La valeur du courant est seulement limitée par la résistance de la bobine. Ensuite, regardons ce qui se passe à la coupure de l'alimentation. Et là, petit problème, c'est que l'ouverture du circuit provoque une variation brutale du courant pendant un temps dt tout petit, ce qui va engendrer un terme LDI sur dt très grand, et donc une surtension importante qui risque de détériorer l'interrupteur qui commande la bobine. Un petit calcul simplifié du LDI sur dt montre des valeurs de plusieurs centaines de volts. Solution au problème, eh bien une diode de roue libre évidemment. Diode à monter toujours en antiparallèle sur le circuit inductif, cathode sur le plus. Son rôle est d'éviter la coupure brutale du courant et donc d'assurer une décroissance maîtrisée, forme exponentielle à nouveau, avec une constante de temps, toujours comme pour la charge, taux égale L sur R. Et donc, fini la surtension, il ne reste que la tension aux bornes de la diode de l'ordre de 1 volt. Ok, mais il y a un autre phénomène à prendre en considération. C'est que notre bobine a un noyau mobile. Lorsqu'il est sorti, la bobine travaille principalement dans de l'air, qui est par nature difficile à magnétiser. Donc, ça se traduit par une faible valeur de l'inductance. Par contre, lorsque le plongeur est rentré, on se retrouve avec une bobine à noyau de fer, et donc une valeur d'inductance fortement multipliée. Ce phénomène est un classique, on le retrouve notamment dans les contacteurs, qui eux aussi comportent un circuit magnétique avec une partie mobile. On parle alors d'entrefer variable. Et ce sujet a largement été documenté, par exemple dans l'excellent livre de Lucien Siffroy, ingénieur dans l'ancienne télémécanique, entreprise intégrée depuis dans Schneider Electric. Et dans les 221 pages du livre, on trouve cette figure très intéressante, avec l'évolution du courant à la mise sous tension d'un contacteur. Une première partie lorsque le circuit magnétique est ouvert, ensuite fermeture, donc augmentation de l'inductance et donc réduction du courant. Une fois le mouvement terminé, le courant reprend sa croissance jusqu'à atteindre son maximum. Valeur seulement limitée, je le rappelle, par la résistance de la bobine. À droite, la courbe du flux dans le circuit magnétique en fonction du courant. Avec un entrefer, c'est une droite avec une faible pente, donc une inductance faible. Et pour un circuit magnétique fermé, augmentation de l'inductance. Et on peut même voir apparaître une saturation magnétique, ici un peu après la valeur I2. Si on résume, on aimerait avoir une pointe d'intensité dans la bobine pour donner du boost au batteur. Mais en pratique, avec une bobine standard, ce n'est pas tout à fait ça. Mais on peut améliorer le truc en utilisant deux bobines sur le même noyau. La première avec une faible inductance qui permet une forte pointe de courant. Mais comme cette bobine engendrerait un courant permanent trop important, on va la remplacer dès que le noyau sera rentré. La remplacer par une autre d'inductance et de résistance plus grande, tout simplement par le fait d'avoir un nombre de spires beaucoup plus important. Et ainsi, le courant de maintien de l'électroaimant sera avantageusement réduit. Au global, une forme de courant mieux adaptée, avec une pointe pour fournir le boost au démarrage et un régime établi avec beaucoup moins de consommation de courant. Alors maintenant, en pratique, comment sont réalisées les deux bobines? Première technique, les bobines sont en série. Petit nombre de spires pour la bobine de boost, avec grosse section de fil pour supporter le gros ampérage. Le schéma fait apparaître le point commun entre les bobines, indispensable pour le raccordement. Exemple ici avec une bobine de marque Gottlieb, 3 bornes et une diode de roue libre prémontée en usine.
Pour le schéma de branchement, on voit apparaître un contact noté EOS, ce qui est tout bêtement un contact de fin de course. Le contact est monté sur le côté de la structure, on le voit ici. Il est fermé au repos et c'est lorsque l'axe du batteur va tourner et finir sa rotation que l'on va venir ouvrir ce contact. Fermé et ensuite ouvert lorsque on termine la rotation. Si on analyse le fonctionnement en détail, quand la bobine est hors tension, le contact est passant car non activé. Lorsque la bobine est alimentée, la came sur le batteur vient actionner le contact qui ouvre donc le circuit. Au global, dans l'état de repos et au début de la mise sous tension, seule la bobine du haut est en service, donc pointe de courant. Le noyau est alors attiré rapidement et le contact s'ouvre, ce qui rajoute le deuxième bobinage dans le circuit et fait diminuer le courant. Regardons maintenant la seconde technique avec des bobines en parallèle. Ici aussi un point commun, mais pas du même côté que tout à l'heure. Exemple de bobine, celle que je vais utiliser par la suite, des Williams de 50 volts. On remarquera les deux bornes de la première bobine en gros fil, car forte intensité. Et une troisième borne en fil fin pour la seconde bobine. Et enfin, deux diodes de roue libre au lieu d'une seule, comme avec le précédent montage. Dans la pratique, si on mesure avec un ohmmètre, on relève une valeur de 5 ohms pour la bobine de puissance et 150 ohms pour la bobine de maintien. Avec un oscilloscope, ça donne ça. La première impulsion avec la bobine de puissance, un peu plus de 6 ampères pendant seulement 20 millisecondes. Ensuite, seulement la bobine de maintien, très peu de courant absorbé. Et quand on relâche le bouton, plus de courant du tout. En zoomant, on voit la première exponentielle qui tendrait à un max de 10 ampères. Normal, c'est 50 volts sur 5 ohms. Ensuite, la variation d'inductance pendant la rentrée du noyau plongeur, puis ouverture du fin de course et ensuite seulement la bobine de maintien avec environ 300 mA. Normal, c'est 150 ohms sous 50 volts. Si on cherche à mesurer la constante de temps, on trouve taux à environ 5 millisecondes et donc une inductance, la première celle de puissance, d'une vingtaine de millihenries. Allez, je reviens maintenant au schéma de commande complet de notre bobine où on voit une préconisation de condensateur aux bornes des contacts. Et oui, vieille ruse pour tenter de limiter les arcs électriques. Et on remarquera aussi que même avec des diodes de roue libre, le contact du bouton subit au moins les 50 volts continus de l'alimentation. En regardant les performances ou plus précisément le pouvoir de coupure de contact standard, on voit que pour notre application, on est vraiment très limite. Et je rappelle qu'en continu, c'est toujours plus difficile d'ouvrir un circuit électrique. Et autre problème, les boutons sont généralement prévus pour être montés sur des panneaux en tôle ou en plastique fin. Par conséquent, ils ne sont pas assez profonds pour traverser la caisse du flipper. Une solution intéressante, c'est de se tourner vers des boutons d'arcade. Plus gros, plus colorés et même lumineux, le rendu est vraiment sympa. Par contre, pour le contact, on oublie le pouvoir de coupure. Mais pas de problème, il suffit de rajouter un circuit intermédiaire pour que le bouton n'attaque pas en direct la bobine. Si on travaille avec des composants électroniques, un transistor peut faire l'affaire, comme par exemple les types 36 qui ont beaucoup été utilisés par le passé. Calibre 100 volts 25 ampères, pas beaucoup de marge, mais ça passe. Par contre, la technologie bipolaire, ça présente l'inconvénient d'avoir un gain en courant pas terrible,
donc des courants de commande importants. Ici, 5 ampères dans la base, ça sous-entend encore un étage d'amplification avant. Exemple ici avec le flipper Adams Family de 1992. La bobine de puissance est alimentée en 50 volts continu par l'intermédiaire d'un type 36, lui-même commandé par un Darlington, ici un classique, le type 102. Et c'est donc tout naturellement que plus récemment, on retrouve des MOSFET. Exemple avec le classique 20N10 et son calibre 100 volts, 20 ampères. Et si on veut rester avec une solution électromécanique, on peut commander la bobine de puissance par un relais. Solution à première vue pas très économique comparativement à un transistor à 1 euro, mais au final, on n'a pas besoin de réaliser de circuit imprimé. Ici, j'ai choisi des relais avec contact coupure 8 ampères, c'est suffisant, pas de problème. Pour le câblage, la bobine est alimentée en 24 volts DC par l'intermédiaire du bouton d'arcade et le contact du relais commande la bobine en 50 volts. Autre stratégie, c'est de passer par l'automate. Ça permet que le programme puisse inhiber le fonctionnement des batteurs, par exemple en début ou fin de partie. Pour ça, le bouton est relié à une entrée TOR classique de l'automate et une sortie TOR de l'automate commande la bobine du relais qui joue le rôle de préactionneur. Alors, si j'ai donné autant de détails sur la commande des électroaimants, c'est parce qu'on en trouve aussi dans beaucoup d'autres éléments d'un flipper, comme par exemple pour la mise en place des billes avant le jeu, ou dans les trous pour préparer un jeu multibilles, sans parler des slingshots sur les côtés, ou encore des bumpers qui font rebondir les billes. Et même pour les cibles tombantes avec le mécanisme de réarmement. Comme par exemple avec celui que je vais utiliser. Le principe est simple, on a 5 cibles qui tombent une à une dès qu'elles sont touchées par la bille. Des contacts viennent détecter si chacune des cibles est descendue. Lorsque les 5 sont tombées, il faut envoyer la tension sur la bobine pour les remonter, toutes d'un seul coup. Sur cet exemple, il ne reste plus qu'une seule cible debout à droite et donc quand la bille va la taper, eh bien ça va réarmer automatiquement l'ensemble des 5 cibles. Allez, je continue avec les trous pour le jeu en multibilles, à prononcer en anglais de préférence. Et qui dit trou dit aussi qu'il faut des actionneurs pour faire ressortir la bille. Les éjecteurs sont généralement des mécanismes avec une partie mobile actionnée par un électroaimant. Différentes formes possibles, mais toujours le même principe. Ici avec une forme un peu plus crochue, ou encore ici avec une forme plus aplatie. Et c'est d'ailleurs ce mécanisme qui peut aussi servir pour gérer le magasin de billes. On le voit ici, le couloir va permettre de stocker les billes. Et dans le cas du multibille, on va ajouter un élément, aussi commandé par une bobine, pour libérer une à une les billes. Allez, petite démo. Allez, maintenant, petites explications à propos des slingshots. Donc des frondes si on traduit directement le mot. Mais il faut plutôt y voir ici une ressemblance avec un système de catapulte. Les slingshots se trouvent généralement au-dessus des batteurs, à gauche et à droite du plateau de jeu. Ce qui permet d'impulser à la bille des trajectoires rapides et pouvant surprendre, notamment lors d'un double contact gauche-droite. Plus en détail, la catapulte se trouve au centre d'une structure triangulaire délimitée par un gros caoutchouc. Et on remarquera aussi 2 capteurs placés de part et d'autre de la catapulte. Lors de l'impact de la bille sur le caoutchouc,
le contact se ferme et informe le circuit de commande. Celui-ci donne alors l'ordre d'alimentation de la bobine, alimentation qui nécessite une amplification, généralement à l'aide de transistors de puissance, ou dans mon cas particulier, au travers d'un relais commandé par l'automate. Au niveau montage, il existe des modèles simples avec la bobine et la catapulte, mais c'est plus pratique si on a le choix d'avoir le bloc complet avec les deux capteurs. Allez, maintenant on s'intéresse à des incontournables du flipper, à savoir les bumpers, des espèces de champignons qui renvoient la balle de façon imprévisible et très rapide. Premier point à signaler, c'est la base ronde sur laquelle la bille va appuyer et qui va fermer un contact. Alors ceci, grâce à la longue tige sous la base de détection, qui va activer le dessus du contact, qui est équipé d'un détecteur en forme de cuillère. Si on décompose le mouvement, au départ, la base est légèrement surélevée grâce à un petit ressort. La tige est au fond de la cuillère. Lorsque la bille appuie sur la base, la tige se décale et fait descendre la cuillère. Ensuite, la bobine est alimentée, le corps mobile du bumper descend, la partie du dessus en métal et en biseau vient frapper la bille qui est ainsi éjectée. Au niveau commande, l'information de fermeture du contact est transmise au circuit de pilotage. Celui-ci commande alors l'alimentation de la bobine. Si je prends un exemple avec un vieux flipper de 1989, on y trouve une petite carte électronique pour réaliser l'amplification nécessaire à l'alimentation de la bobine. On le voit sur le schéma avec le transistor Darlington à droite. Mais attention, on voit aussi un circuit logique à gauche. Il s'agit d'un monostable. C'est un vieux classique, le 74-121, toujours utilisé de nos jours. Entrée de déclenchement sur A ou sur B, suivant le type de front. Dans notre cas, entrée sur A, avec le contact de détection de la bille. Le monostable génère alors une impulsion calibrée de durée paramétrable en fonction du circuit RC câblé sur les pins 10 et 11. Ce qui donne ici une impulsion qui dure environ 40 millisecondes, ce qui est du même ordre de grandeur du temps mesuré tout à l'heure pour la bobine à noyau plongeur débatteur. Pour la suite, et vu la tendance automatisme que je voulais donner au projet, l'alimentation de la bobine sera réalisée par un timer dans l'automate. Par sécurité, un relais temporisé assurera la coupure, même en cas de maintien de l'ordre de commande. Pour ça, l'alimentation du bumper passera par un relais Finder série 3821 avec un contact supportant 6 A en permanent et 10 A en crête. Sélection de la fonction monostable de durée T, réglée avec le potentiomètre, ici au mini à 100 millisecondes. Allez, on continue avec un indispensable, le fameux tilt, qui empêche de tricher. Alors, pour la détection du tilt, on trouve généralement deux capteurs séparés. Celui du dessus, c'est une bille qui peut se déplacer selon l'inclinaison du flipper et activer un contact pour signaler que l'on a soulevé le flipper, donc pour tricher. L'autre détecteur, il est constitué d'un poids suspendu avec une tige et traversant un anneau. Si la tige ou le poids touche l'anneau, il y a continuité électrique entre les deux parties et donc détection de secousse. La forme du poids est plus fine en haut, ce qui permet un réglage de la sensibilité du capteur suivant la hauteur du poids par rapport à l'anneau. Allez, on termine avec le knocker, un truc qui fait un gros bruit sourd.
Et dans le cas d'un flipper, version électromécanique, c'est encore une bobine à noyau plongeur qui est utilisée, avec une plaque de fond qui permet de transmettre l'onde de choc sur la carcasse du flipper, ce qui donne ce fameux bruit sourd, très prisé des joueurs car synonyme de partie gratuite. Allez, on a vu tous les principaux éléments, regardons maintenant un premier exemple de réalisation. Voici donc en CAO notre flipper avec le plateau de jeu que voici. Alors je vais détailler. Sur le bas, on retrouve les batteurs gauche et droite. Ensuite, le magasin avec les différentes billes pour le multibille. On voit la bobine avec l'éjecteur. Ensuite, une autre bobine pour la séparation une à une des billes. Un lanceur manuel qui va lancer la bille dans ce couloir qui va passer donc au-dessous, et on va arriver au niveau supérieur avec 4 possibilités, et ensuite des bumpers qui vont faire que la bille, alors la bille elle est là, va rebondir de droite à gauche. On voit des cibles tombantes sur le côté, on voit des cibles normales. Donc ça, j'en ai pas parlé tout à l'heure, c'est juste un contact qui se trouve derrière. Quand on vient taper dessus, ça appuie sur le contact. Voilà, il y en a ici aussi. Un autre batteur pour permettre de jouer dans cette partie-là. On voit 2 trous pour emprisonner les billes avant le multibille. On voit d'autres cibles sur le fond, encore un bumper. Et enfin les slingshots sur le côté, là, ici et là. Sur le dessous, donc on voit alors tous les perçages nécessaires, notamment pour toutes les LED qui vont permettre un éclairage. Donc là, en fait, c'est juste une petite pastille transparente de couleur, un trou qui est percé, et ensuite on viendra coller des LED au-dessous. Les différents équipements avec leur encombrement pour voir si ça passe, notamment les plus gros, donc ici ou encore là pour les cibles, ou le mécanisme pour le batteur, les bumpers et également les batteurs, le slingshot, ici un autre slingshot de ce côté-là. On voit sur le devant un pseudo-monnayeur avec des boutons pour lancer la partie. Sur le côté, les boutons pour les batteurs. Le monnayeur, lui aussi, est fait maison, donc un petit assemblage. J'en parlerai peut-être tout à l'heure s'il y en a qui sont intéressés dans une autre vidéo. Donc on voit les différentes pièces qui peuvent être amenées. Il n'y en a qu'une seule qui va passer, être détectée et lancer la partie. Voilà, si je regarde au niveau de la partie électrique, donc à l'arrière, on retrouve un automate, le gros S7500 de Siemens, avec toute la partie relayage, un afficheur en IHM KTP700 et l'affichage avec 4 rouleaux ici, les borniers au-dessous. Alors là, c'est pas percé, mais ensuite ce sera percé pour laisser passer tous les fils qui vont aller vers les différents éléments du plateau de jeu. Allez, je vous montre lors de la réalisation. Voici le plateau de jeu réalisé donc en découpe laser et le début du montage des éléments avec Quentin à la manœuvre. Le plateau vu de dessus avec test de montage dans le châssis. La partie basse du flipper, donc à droite sur la photo, sera réalisée séparément avec l'ensemble magasin à billes. Le dessous du plateau avec le montage des plus gros éléments. Ensuite des goulottes pour le passage des câbles. Le début du câblage des LED monté par collage au pistolet à colle chaude. Ensuite, les LED au centre avec point commun à la masse. Et une fois tout câblé, montage du plateau dans le châssis, avec des longs torrents de raccordement pour pouvoir retirer le plateau si besoin.
Ensuite, câblage de la partie commande avec l'automate S7500, ainsi que tout le relayage pour les bobines. Et c'est parti pour les premiers essais. Automate en run, entrée-sortie OK, et les premiers jeux de lumière, c'est magnifique. Allez, c'est fini pour cette première vidéo flipper. Peut-être une suite avec des exemples de programmes. Allez, à bientôt!